peux finir ta bouchée aussi. Ouais. Bon, ça passe. Ok. Un peu sec, mais... T'étouffes pas avec une peau de saucisson, ce serait con quand même. Bonjour. C'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Salut c'est Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui tout petit déjà a su qu'il aimerait toute sa vie les films qui s'amusent des mythes tout en les respectant. À vrai dire, ce sentiment il tient à un film précis qui s'appelle Frankenstein Jr., classique signé Mel Brooks qui, joie des ressorties estivales, revient au cinéma dans une poignée de salles. Alors certes on ne le verra pas partout en France, on est d'accord, mais bon, il y a des éditions DVD, des éditions Blu-ray, bref, quoi qu'il en soit, on avait très envie d'en parler, on a trouvé un prétexte et puis c'est nous qu'on décide et c'est tout. On va donc revenir sur ce chef-d'œuvre du temps jadis avec les trois sémillantes créatures de la critique ici rassemblées à l'antenne Paris, je vais réussir à le dire. Arnaud Bordas, salut Arnaud. Salut Thomas. Alexandre Arbaud, bonjour Alexandre. Bonjour Thomas. Et Stéphane Moïsaki, salut Stéphane. Salut Thomas. Et je salue également le public qui est avec nous dans ce studio. C'est Nos Ciné, épisode 91 et c'est parti. Monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir. Frankenstein Jr. est sorti à l'origine en 1974. Il nous raconte comment Frédéric Frankenstein, comme il aime le dire, alias Gene Wilder, se voit forcé de quitter son université pour aller sur les traces transylvaniesques de son ancêtre, le baron Victor von Frankenstein, créateur du monstre qui a fait entrer son nom dans la légende. Arrivé au château familial, il est accueilli par la charmante et plantureuse Inga, jouée par Terry Garr, sa future laborantine, par son assistant évidemment bossu Igor, qui se prononce Igor, incarné par l'inoubliable Marty Feldman, et par la menaçante Frau Blücher, interprétée par Cloris Leachman, dont le simple nom fait hennir les chevaux de trouille. Et une fois dans les murs qui ont vu son grand-père s'adonner à sa terrible fabrication, il va évidemment marcher tout droit dans ses pas et donner vie à sa créature à lui. C'est Peter Boy qui lui prête ses traits, créature qui évidemment va finir par lui échapper. Inga, may I present Frau Blücher? After you, Frau Blücher. Alors que dire de ce film de Mel Brooks, si ce n'est que chaque blague est encore inscrite dans notre mémoire à tous et que je peux pour ma part le voir et le revoir sans jamais m'en lasser et qu'il m'est arrivé plus d'une fois de fredonner l'air de mystère de la vie sous les yeux atterrés de la mère de mes enfants. Mais on s'éloigne du film, je vais vous laisser la parole, messieurs. Qui veut commencer? Arnaud, tiens, par exemple. Bah écoute, c'est le film, voilà quoi. Hein, Merci Arnaud. C'est un film quoi. Il y a un début, il y a une fin, et de mémoire, mais ça fait longtemps que je l'ai pas vu, je crois qu'il y a un milieu. Non, Plus mais sérieusement. je voulais dire, ça reste la pierre angulaire de la filmo de Mel Brooks. C'est pas une surprise que de dire ça. Hein. Ça reste son plus grand film. Je pense que ce qui fait la singularité après du cinéma de Mel Brooks, pour le meilleur ou pour le pire, hein, parce qu'il y a eu quand même des bas, surtout dans la deuxième partie de sa carrière, des gros bas, mais ça reste et je pense que c'est pour ça que c'est apprécié par les cinéphiles, c'est des comédies de cinéphiles quoi. Mais alors qui n'excluent pas pour autant le grand public, hein, surtout qu'en plus en général il s'attaque à des films qui sont des genres en tout cas qui sont largement populaires, quoi, comme le film d'horreur ici ou le western avec Peplum, le western avec Gene Wilder là, ou encore moi j'aime beaucoup, on en parlera peut-être après un peu, mais j'aime beaucoup sa parodie de Hitchcockienne là, Le Grand Frisson. Voilà, c'est des films qui donc tout en les rendant encore une fois accessibles au grand public, font des gags par exemple autour de la mise en scène, autour des figures imposées du genre, autour des icônes, tout ça. Et donc c'est profondément jouissif pour quelqu'un qui aime ces genres-là, ou en tout cas en l'occurrence le genre fantastique et les films de monstres de la Universal des années 30, puisque c'est ça en priorité. Mais il y a un côté jouissif au premier degré aussi, même quand on ne connaît pas, parce que moi j'ai un souvenir de voir ça gamin sans connaître du tout cette culture et de me marrer à chaque évidemment, chaque parce qu'il y a, comme souvent chez les grands comiques, hein, chez les grands films comiques, il y a une variété d'humour. Il y a un peu de tout, quoi. Il y a de l'humour un peu slapstick à certains moments, il y a de l'humour farcesque, de l'humour de grimace. Voilà, donc ça fonctionne à fond. Évidemment, la gueule de Marty Feldman avec son strabisme légendaire. Voilà, et sa pantomime dans le rôle d'Igor, c'est quand on voit ça gamin, c'est hilarant. Et puis il y a une galerie de façon de second rôle qui sont phénoménaux. T'as cité Cloris Leachman qui à cette époque-là était quand même une égérie un peu du nouvel Hollywood, hein, qui tournait beaucoup avec Peter Bogdanovich, et ça a été le chemin sans retour, quoi. Ce film pour elle a continué les
comédies jusqu'à la fin de sa carrière après. Et elle est formidable dans le rôle de Frau Blücher. Elle est méconnaissable. Oui. Et elle est formidable. Elle est vraiment étonnante. Et il y a toute une galerie de second rôle comme ça. Je me rappelle plus le nom de l'acteur, mais celui qui joue l'inspecteur Kemp aussi, là, Oui. qui est une parodie du fils de Frankenstein, hein, avec son bras mécanique. Là, il est génial, cet acteur aussi. C'est un acteur qui a fait que de la télé quasiment. Il y a Gene Hackman qui avait 40 ans à peine à l'époque et qui joue un vieillard qui est méconnaissable dans le rôle du vieil ermite qui recueille le monstre de Frankenstein. Et cette scène à table où c'est un vieil ermite aveugle, quoi. Cette scène avec le monstre de Frankenstein qui met le feu à son pouce, tout ça. Ouais. Qui est une parodie littérale. Hein, Qui est une parodie de Frankenstein, non, au Bride. Non, c'est Frankenstein. Frankenstein, ouais, c'est ça. Ouais. Et celui de 1931 de James Whale. Et donc voilà, c'est un film très riche, hein, je pense. Esthétiquement aussi, c'est un très beau noir et blanc, parce que le noir et blanc, ça peut paraître une affaîtrie quand on rend hommage aux films de cette époque, mais il y a une photo qui est beaucoup plus travaillée que simplement passer le film en noir et blanc, quoi. Et voilà, non, c'est un véritable bonheur. Alexandre. Pour rebondir sur ce que dit Arnaud, effectivement, moi, ce qui m'a le plus marqué quand j'ai vu le film la première fois, c'est cette esthétique, ce noir et blanc, qui est donc, rappelons-le, volontaire, hein, parce qu'à l'époque, quand les premiers, dans les années 30 de James Whale, les premiers Frankenstein de la Universal sont tournés, c'est évidemment parce qu'on ne tourne pas encore en couleur. Là, c'est un choix, évidemment, pour rendre hommage à cette partie, cette période-là du cinéma, que Mel Brooks tourne en couleur. Je ne me rappelle plus le nom du directeur de la photographie du film, mais il y a un respect scrupuleux des choix d'angle, de caméra, de mise en scène, tout ça, mais avec, comme on disait tout à l'heure, ce jeu-là de réutiliser des codes, mais qui sont lisibles sur plusieurs niveaux. C'est-à-dire qu'à la fois, les cinéphiles qui maîtrisent ces codes, à qui ça va susciter des souvenirs perso, vont avoir ce petit frisson supplémentaire de se dire « Ah oui, tiens, c'est ça fait référence à ça, etc. » Et en même temps, ça n'exclut pas pour autant les gens, et tu partageais ton expérience toi-même personnelle, si tu n'as pas vu les films qui sont référencés, ça ne nuit pas à ton plaisir personnel. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très appréciable. Ça, dans un genre très différent, parce qu'ils sont quand même pas trop sur la même longueur d'onde, mais on a récemment eu l'occasion, on aura récemment l'occasion, de parler d'un certain Edgar Wright à la faveur d'une sortie estivale de Baby Driver. Et on a déjà enregistré l'émission, c'est ça? Oui, c'est ça. Je viens de me trahir la chronologie des enregistrements de nos ciné. Mais de la même façon que sur un certain Shaun of the Dead, on pouvait avoir ce respect du film de zombies, de la comédie romantique, voilà. Et sur Mel Brooks, finalement, c'est un petit peu la même démarche, c'est-à-dire un respect vraiment fondamental du matériau d'origine, tout en pouvant partir à plein délire. Moi, le film, j'ai eu l'occasion de revoir de larges extraits au moment de la disparition récente de Gene Wilder. Tout à fait. Et c'est vrai que c'est un de ses plus beaux rôles. Il apporte au personnage une folie qui est dans ses yeux et qui, d'ailleurs, je pense que grâce au talent de l'éclairage du film, de la photo, sa gueule n'en apparaît que plus folle. Déranger, Arnaud. Je voulais juste rajouter un tout petit truc. Il y a aussi un truc qui est formidable dans le film, c'est que quand tu as des parodies comme ça, où on voit que le cinéaste aime profondément ce qu'il est en train de parodier. C'est-à-dire, il y a aussi, c'est toi qui m'as fait penser à ça en parlant des différents trucs dans le film, il y a de l'émotion aussi. Bien sûr. Et il récupère certaines scènes du Frankenstein original. On parlait de la scène avec l'ermite, là, qui sont délirantes, quoi. Mais où en même temps il s'autorise quand même à nourrir ses personnages avec de l'émotion et tout comme ça. Et du coup, c'est un film qui déborde d'amour pour le genre qu'il est en train de singer, quoi. Stéphane. Ils ont pas mal parlé en fait de l'aspect référentiel assumé et bien assumé. Moi, il y a un truc que j'aime bien aussi, c'est Arnaud a un peu touché ça du doigt avec l'histoire de mise en scène et le respect des cadres et tout ça quand Alex en a parlé. Mais moi, il y a un truc que j'aime bien, c'est la façon dont les niveaux de gag s'additionnent sans s'annuler. En fait, il y a pas seulement en fait de la parodie de mise en scène, il y a de la parodie de fabrication de films en fait. Donc t'as par exemple Marty Feldman qui a déjà la gueule improbable qu'il a, le rôle improbable qu'il a. T'as comment il s'appelle, Gene Wilder qui se tourne vers lui et qui lui dit mais
mais ta boss, elle a pas changé Oui. de côté, et le mec lui répond Quelle boss. une boss, quelle boss. Oui. Et donc en fait, d'un seul coup, on est en train de parodier les trucs de script en fait qui se gourent et qui font changer les accessoires de lieux pour créer des gaffes en fait de cinéma sans faire exprès quoi. On a la gueule de comment il s'appelle de Feldman qui est quand même déjà encore une fois on va checker une photo si vous voyez pas Si quoi vous il n'avez ressemble jamais vu pour la voilà. tête de Martin, C'est déjà un gag en soi et ils en jouent et lui-même le premier. Et il y a cette idée en fait que lui-même n'a pas conscience de sa personnalité, de qui il est quoi. Donc en fait il y a tout et puis on parle d'un personnage iconique encore une fois qui est le personnage d'Igor quoi. Donc il y a toute cette capacité qu'il a poussé un peu plus loin dans sa carrière après et je trouve un peu moins bien dans certains côtés. Je me rappelle de son Dracula Mort et Redlet qui essayait d'être une relecture à la Frankenstein Junior, mais c'était 20 ans après, c'était vraiment lourd. Voilà. Qui effectivement, il a poussé. Enfin, moi, j'ai l'impression qu'il a été vraiment le premier à le faire. C'est-à-dire que, alors, moi, c'est les premières. Si on peut utiliser le terme parodie, c'est les premières parodies que j'ai vraiment découvertes en fait au cinéma. Quand je me suis intéressé au cinéma. Je pense qu'avant ça, c'était Abbott et Costello ou ce genre de choses en fait qui sont typiquement américains et que nous, en fait, en tant que cinéphiles français, on a un peu qui n'étaient pas vraiment des parodies en fait. Non, mais qui croisaient les genres. Donc du coup, on va faire une comédie avec les monstres. Quoi. Voilà, mais pouvait y avoir du respect vis-à-vis des monstres aussi en fait. Il n'y a pas ça que la Momie en ce moment, ça. Mais c'est involontaire, je crois. C'est-à-dire, c'est une tentation à laquelle sont souvent soumis les gens qui font les films. Quoi. C'est-à-dire, enfin, quand des figures comme ça deviennent immensément populaires, elles ont beau être issues du film d'horreur à la base. Frankenstein, après Dracula, tout ça, enfin tous les gamins adorés quoi. Godzilla, il a subi ça aussi, où il y a finalement comme c'est devenu très populaire, on se dit on va le mixer avec de la comédie quoi, et les gens vont adorer ça quoi. Mais c'est aussi, c'est aussi une démonstration, ce qui est l'hommage en fait, on va dire d'une manière générale à la Universal Monster, au Universal Monster aussi quelque part avec Frankenstein Junior, en partant spécifiquement de Frankenstein. C'est aussi une démonstration de 40 ans après, à une époque où on n'a pas la vidéo, on n'a pas tous ces trucs-là, en fait, ça peut quand même fonctionner. Donc, je pense que le tout premier hommage, c'est vraiment d'avoir cru dans le projet, en fait, dans l'idée qu'on puisse parodier ce genre-là à une époque où ils n'étaient pas forcément accessibles. Bon, peut-être à la télé américaine assez régulièrement, mais c'était bon, un souvenir lointain, peut-être. Voilà. Pour pas mal de gens. Il y a fort à parier en plus que par la réussite du film et de l'aura culte qu'il a gagné assez rapidement, et puis même au box-office, ça avait beaucoup marché, Frankenstein Junior aux États-Unis. Je pense qu'il y a énormément de gens de cette génération qui, grâce au film de Mel Brooks, à cette parodie avec les guillemets qui s'imposent, ont découvert ensuite tout le matériau de source original et que ça m'étonnerait absolument pas qu'on puisse croiser ou en tout cas recueillir des témoignages de plein de gens qui sont arrivés aux gens sérieux et qui ont découvert les classiques de l'Universal, peut-être même les Hammer, pourquoi pas, grâce à quelque chose qui au départ s'en moquait, mais gentiment, mais voilà. Peut-être qu'on peut ouvrir un petit peu la discussion sur Mel Brooks en général. On a commencé un petit peu à le dire avec une deuxième partie de carrière un petit peu plus difficile. D'où il vient, qu'est-ce qu'on peut retenir de sa filmo outre Frankenstein Junior pour ceux qui ne l'ont jamais vu. On peut juste rappeler qu'il est vivant. Il est toujours vivant. Inch'Allah, j'espère que ce sera encore le cas quand l'émission va sortir. Entre le moment où on enregistre et le moment où il va sortir, il va fêter ses 91 ans. C'est une semaine après la ressortie du Frankenstein Junior en France. Donc voilà, toujours bon pied, bon oeil. Il fait encore des vannes quand il est invité à des cérémonies de diverses récompenses, etc. Mais c'est vrai qu'il n'a pas tourné de long, sauf erreur depuis Dracula. Non, il y a eu Robin des Bois. Robin des Bois, c'était après Dracula. C'était avant. C'était avant Robin des Bois. Je pense quand même qu'il y a eu un film depuis, mais je pourrais pas mettre ma main coupée. Non, le truc c'est que à la base, Mel Brooks, le truc qui l'a rendu extrêmement populaire, c'était à la fin des années 60. En fait, c'était les producteurs. Oui. Alors je ne sais plus s'il y a eu la pièce de Broadway d'abord et ensuite le film, ou le film en fait qui a été tourné en pièce de Broadway. Non, la pièce de Broadway c'est après je crois. Voilà, je crois que c'est le film d'abord. Non mais il y avait déjà une pièce de Broadway dans les années 70 il me semble, et ils l'ont repris récemment avec un remake aussi dans les années 2000. Mais l'idée en fait des producteurs en fait, qui est une idée, je trouve une idée de comédie brillante en fait, c'est un producteur en fait qui se rend compte que pour gagner de l'argent avec sa propre pièce de Broadway, donc il y avait déjà un côté un peu, voilà, c'est pour ça qu'ils l'ont joué sur Broadway, donc t'as raison, je pense que c'était un film d'abord, et ben en fait il doit la planter.
C'est son seul moyen et il va tout faire pour saboter la pièce. Et évidemment, en fait, la pièce est un succès monstrueux et il est dans la merde, en fait. Ça devient Springtime for Hitler, notamment. Voilà, et ça c'est une pure idée, en fait, de comédie classique, en fait, pour moi, qu'ils ont su mener assez bien, quoi. Et effectivement, c'était plus à ces moments-là, en fait, c'était plus comment partir de personnages d'histoire pour raconter ça. Quand on parle de parodie, c'est vrai que assez rapidement derrière, il s'est spécialisé effectivement dans. Il y a les parodies d'Hitchcock, c'était. Tu t'en as parlé, le Grand Frisson, c'est High Anxiety, je crois, en anglais. Où effectivement il jouait avec des codes qu'il fallait avoir intégrés, quoi. C'est-à-dire que la mise en scène d'Hitchcock est quand même un truc très spécifique. Dans les années 70, il fallait quand même, encore une fois, il y avait des analyses, il y avait déjà Hitchcock, Truffaut, tout ça, mais il fallait quand même avoir ce bagage-là, je pense, pour comprendre les gags qui n'étaient pas extraordinairement poussés, hein, et d'autres films sont allés plus loin dans cette logique-là, mais il y avait quand même la surconscience de la caméra qui passe à travers une vitre et qui se pète. Ce qui est génial, mais c'est ça qui est super dans un film comme Grand Frisson, ou même dans Frankenstein Junior, on a des trucs comme ça, où le shérif est en prison. C'est moi, je trouve ce qui fait vraiment la singularité de Mel Brooks, c'est cette manière de faire donc des comédies de cinéphiles, je parlais. Et en fait, par exemple, il y a un gag qui est génial dans le Grand Frisson, c'est les personnages qui sont à table, et alors ça singe un peu la manière qu'avait Hitchcock d'aller placer sa caméra dans les angles les plus improbables, quoi. Et ils sont en train de prendre le thé, je crois qu'il y a le méchant et le gentil qui se font face, quoi. Ils sont en train de prendre le thé sur une table en verre, et la caméra se met sous la table en verre. Et alors, il y en a un, il pose sa tasse, l'autre, il pose la tasse, après, il installe le sucrier, et à chaque fois qu'il y a un truc en plus dans le champ, le personnage qui est au-dessus de les personnages qui sont au-dessus de la table, ils se poussent un peu. Je fais pareil, du coup, je m'éloigne du micro. Rester dans le champ. Voilà, se poussent un peu pour qu'on les voit encore, et au fur et à mesure, il y a de plus en plus de trucs, et on voit plus rien, quoi. Donc, ce qui est génial là-dedans, c'est que c'est en fait le grand public en général, les enfants dont on parlait tout à l'heure, qui vont voir ce genre de film. Moi, je me rappelle que ce genre de gag de Mel Brooks, c'est parmi les premières choses, je sais pas si c'est la première, mais c'est parmi les premières choses au cinéma qui m'ont donné conscience du langage cinématographique et du positionnement de la caméra et de l'importance du positionnement de la caméra. Donc c'est génial parce que pour le grand public qui n'a pas forcément conscience quand il regarde un film de la mise en scène, c'est une manière de lui faire prendre conscience de ça. Donc c'est particulièrement étonnant, quoi. Et après Mel Brooks, je voudrais juste dire, c'est quelqu'un qui a une trajectoire, enfin c'est typiquement l'artiste américain dans toute sa splendeur, polyvalent, parce que c'est quelqu'un à la base qui vient du stand-up. C'est quelqu'un qui fait de la musique aussi. Il a participé à la musique de ses films. C'est quelqu'un qui fait de la mise en scène. C'est un acteur. Il a fait. Hein, il écrit. Et la télé aussi. Il a fait la série Max la menace, Get Smart. Voilà, il a fait plein de choses dans sa vie, Mel Brooks. On a tendance un peu à l'oublier maintenant, mais il y a même, par exemple, vous pouvez le voir sur YouTube, il est disponible, hein, il est facilement visible, en bonne qualité. Un petit court-métrage d'animation qu'il a fait au milieu des années 60, c'est ça qu'il a fait remarquer parce qu'il a eu l'Oscar du court-métrage. Il avait co-réalisé avec un autre mec, et qui est un petit court-métrage d'animation qui moque le snobisme de l'art contemporain. Et voilà, c'est quelqu'un qui a fait de tout, quasiment, dans toute sa carrière. Après, c'est vrai qu'il s'est, ce que tu disais, Stéphane, il s'est laissé enfermer dans la parodie, à tort et à raison, parce que ça donnait des trucs super et d'autres moins. Mais c'est vrai que quand il a essayé de s'en échapper, en faisant au début des années 90 Chienne de vie, qui était une pure comédie, pas du tout parodique, ça a été un four, le film est pas bon. Encore une fois, le film est pas très bon, mais encore une fois, ce que tu démontres, en fait, c'est surtout que c'est un cinéphile, en fait, c'est un vrai cinéaste cinéphile, c'est-à-dire que c'est pas seulement déconstruire les codes, c'est-à-dire que quand tu prends, par exemple, il a fait un autre film, Silent Movie, en fait, il y a un genre entier, en fait, il l'a joué sur la mise en scène de ce genre-là, en fait, qui est le film muet, quoi, en fait. Qui était une référence avouée d'Azanavicius pour The Artist, d'ailleurs. Voilà. Ah ouais, Silent Movie. Et voilà, et le truc, c'est qu'en fait, il a ce fonctionnement-là, et quand je dis cinéaste cinéphile, c'est qu'il s'en est complètement échappé en tant que producteur. Il a produit Elephant Man de David Lynch, par exemple. Voilà, encore une corde à son arc, La Mouche. Voilà, qui sont des films qui n'ont absolument aucune corde comique, en fait, donc ça n'a absolument rien à voir avec son créneau de base, mais c'est un cinéphile, il a la reconnaissance des cinéastes, il sait que c'est des grands cinéastes qui peuvent donner des grands films, et il leur donne l'opportunité de le faire. Et le truc, c'est que pour moi, les parodies
de Mel Brooks, elle fonctionne quand il aime ce genre-là. C'est-à-dire que quand il vanne, quand il fait Silent Movie, quand il vanne Hitchcock, ça se voit qu'il a étudié ça, ça se voit qu'il aime ça. Quand il fait Sacré Robin des Bois, où on sent qu'il surfe sur la vague du carton de Kevin Costner, dont il se moque ouvertement. Ça préfigure un peu les films après les productions dans les années 2000 là, qui parodient Les systématiquement. Date Movie, Meet the Spartans. Disaster Movie, voilà. qui parodie uniquement les derniers succès. Voilà, quand il fait ça, on sent qu'il se force un peu. Quand il fait, et d'ailleurs, il revenait, c'était après Chienne de vie, qui est encore une fois une idée de comédie pure, c'est-à-dire un mec très riche qui devient un clochard, en fait, et qui s'est jamais soucié de qui que ce soit, qui devient un clochard. Pourquoi pas ? Enfin, je veux dire, tu peux faire une belle comédie avec ça. C'est un truc à la Capra, un peu. Voilà, une belle comédie avec ça. Et bon, c'est pas trop le cas. C'est vrai que c'était un peu raté, mais le truc, c'est que voilà, il y a cette logique-là. Moi, quand il fait, alors je pense qu'il y a pour beaucoup peut-être de nos auditeurs, c'est peut-être une Madeleine, La folle histoire de l'espace. Mais c'est déjà un problème, ce film. C'est-à-dire que on sent que Star Wars, pour lui, c'est une machine marketing. Et quand il doit la parodier, en fait, il va le parodier sur le fait que ça a gagné beaucoup d'argent. Il y a quand même Pizza the Hut. Pizza Rico en version française. Voilà, donc mais il y a quelques gags qui poussent la logique d'ailleurs dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire à un moment donné, t'as des cascadeurs, en fait, t'as la princesse Léa, la simili princesse Léa qui fait une cascade et d'un seul coup, en fait, le plan suivant, c'est un cascadeur à moustache avec les macarons sur la tête et voilà, tu suis la logique de déconstruction cinématographique qui encore une fois était pas extraordinairement poussée à l'époque dans les parodies quoi. Donc oui, c'est quand même d'un autre niveau que Date Movie et compagnie, mais tout est à notre niveau que Date Movie. Évidemment, bien sûr. C'est la lie de l'humanité filmique. Non, mais même que les Scary Movie ou les trucs hein. comme ça, ce que je veux dire, c'est que tu sens que c'est quelque chose en fait où effectivement, quand il s'est laissé enfermer là-dedans et qu'on lui a demandé ce type de parodie, c'était moins porté par sa cinéphilie personnelle. Voilà, qu'il suivait un peu le mouvement, quoi. Un petit peu. Ouais. Alexandre, tu voulais rajouter non, quelque chose ? J'étais tout à fait d'accord. T'étais content ? Non, mais j'ai juste peut-être une dernière chose. Quand je disais tout à l'heure qu'il était encore actif, il n'est pas seulement encore vivant, parce que tu peux être très très diminué à partir d'un certain âge, mais pas plus tard qu'il y a 2 ans, il avait enregistré une émission avec Conan O'Brien, mais il n'était pas juste passé sur son late show pour faire 2-3 vannes derrière le plateau. C'était un format spécial qui s'appelle Serious Jibber Jabber. Donc en gros, ça veut dire blabla sérieux en VF. Et pendant 90 minutes ou 1 heure en tout cas, il parle autour d'une table avec Conan O'Brien, qui est un mec hilarant en demeurant, mais c'est une autre histoire. Et donc quoique roux, et du coup ça doit dater de 2013 ou 2014. Et donc ça montrait, il revenait sur toute sa carrière, il parle aussi de trucs un peu plus récents, et ça montre que ce mec-là, en plus d'avoir été le mec très drôle que sa filmographie, voilà, parle d'elle-même, mais il est encore assez alerte. D'ailleurs, ces passages à la télé, souvent, c'est quelqu'un qui a une. On disait tout à l'heure qu'il a fait du stand-up, il a un talent. Du stand-up, ça a été un des premiers stand-uppers avec Woody Allen, tout ça. Et c'est quelqu'un qui était souvent brillant dans les émissions. Moi, je pense que c'est typiquement le genre de personnalité qui, quand hélas il va disparaître, il va y avoir un véritable hommage national aux États-Unis, parce que c'est vraiment une grande figure de l'humour américain. Et il était marié à la plus belle actrice au monde. Anne Bancroft. Anne Bancroft, tout à fait. C'est classe absolue, quoi. Tout à fait. Le lauréat. Le lauréat, exactement. Est-ce que on fait un petit tour de t'es pas obligé de le dire. On fait un petit tour de recommandations, Alexandre. Tu as commencé un petit peu avec cette émission qu'on peut revoir sur YouTube, mais peut-être tu as une autre reco autour de Mel Brooks à nous faire avant qu'on se quitte. Pas plus que ce qu'on a, parce que je passe tout ce qu'on vient de dire. Donc attends, Alexandre, rentre chez toi. Arnaud. Écoute, non, moi j'ai conseillé le petit court-métrage sur YouTube, là, The Critic, là, éventuellement. Et puis, coup de cœur pour Le Grand Frisson, parce que c'est vrai que parmi ces comédies réussies, c'est la moins, c'est la moins connue. C'est celle qui a le moins passé le cap de la postérité. Or, c'est pas aussi tenu, c'est un peu plus anarchique que Le Shérif est en prison ou que. C'est vrai qu'on a pas parlé de ça, Le Shérif est en prison. Blazing Saddle. Voilà, ou que Frankenstein Junior, qui sont vraiment les 2 grandes bornes, quoi. Mais c'est un film bourré d'idées, quoi. Alors il y en a peut-être trop, quoi. Et c'est peut-être un peu le bordel à certains moments, mais pour qui aime la filmographie d'Hitchcock, c'est un véritable plaisir. C'est un grand frisson.
Stéphane, Moi, j'en ai 2. vas-y, Pour une fois. ça tombe bien parce qu'eux ils en ont Ouais, pas beaucoup, ouais. à part Arnaud qui en a un peu plus que l'autre machin là. C'est pas tout à fait dans la veine parce que ils ont creusé leur propre sillon, mais il y a cette logique en fait qui est derrière. C'est les As. Bon, je pense que les auditeurs connaissent, mais c'est Top Secret parce que c'est celui qui parodie les films d'espionnage de guerre en fait des années fin de l'après-guerre en fait, l'après-seconde guerre mondiale. Et le truc en fait, c'est que c'est ce film en fait chez les As et qu'ils ont assez rapidement abandonné. Moi, j'adore évidemment les Y a-t-il un flic, en tout cas les 2 premiers. J'adore Frank Drebin, j'adore Liam Neeson dans le rôle, mais ils ont perdu un peu ce truc qu'ils avaient vraiment poussé à l'extrême dans Top Secret, qui est de jouer vraiment sur la mise en scène, en fait, jouer sur les codes de la mise en scène, mettre un téléphone au premier plan avec un type qui vient répondre et qui d'un seul coup en fait on se rend compte que c'est un téléphone gigantesque juste parce qu'en fait ils ont pas joué avec la focale. Ouais. Voilà, c'est plein de jeux comme ça qui sont très très drôles, des mecs qui marchent. Qui essayent de passer inaperçus en furtif pour infiltrer un château et qui tombent sur des bots en fait et la caméra se recule et en fait ce n'est pas un nazi qui les attend mais des bots qui sont placés là en fait et ils les contournent. Enfin voilà, c'est plein de trucs comme ça, plein de codes du cinéma d'espionnage, d'infiltration, d'espionnage pardon, de guerre de cette époque-là en fait qui sont détournés, qui sont très drôles et qui sont, je trouve, dans la logique de ce que faisait ce qui a été amorcé par Mel Brooks, mais ils sont allés beaucoup plus loin et je trouve que ça fonctionne beaucoup mieux. Voilà, Mel Brooks me pardonnera. Voilà. Ouais. Et la deuxième reco, c'est alors je crois que je sais plus, c'est la saison 4 ou 5 de Curb Your Enthusiasm, qui jouait en fait sur l'idée que Mel Brooks, ce qu'il apparaît dedans, veut impérativement avoir Larry David, qui est quand même une catastrophe ambulante en fait, pour jouer le rôle principal dans les producteurs. Et toute l'idée en fait de la saison, c'est que Mel Brooks veut c'est méta en fait, il veut détruire les producteurs, il veut planter les producteurs et il veut utiliser Larry David pour ça en fait, pour planter le show à Broadway. Et tous les acteurs qui jouent avec Larry David veulent lâcher l'affaire. T'as David Schwimmer, je sais plus qui d'autre, en fait ils en peuvent plus parce que Larry David est tellement insupportable et comment dire, dans la rétention anale absolue quoi, que voilà en fait Mel Brooks se dit, et il apparaît, c'est d'ailleurs je crois une des dernières apparitions d'Anne Bancroft, sa femme aussi, on les voit rire en fait de l'idée en fait que, parce qu'ils se disent, ils n'arrêtent pas de dire mais Larry David est parfait, c'est le rôle parfait, c'est l'acteur parfait pour ce rôle. Voilà, donc c'est saison 4 je crois ou 5 de Curb Your Enthusiasm, qui par ailleurs est une très très grande série. Très grande série, puisque tu parles de Larry David, ça me fait penser à Seinfeld qui avait fait un épisode de sa série sur le web Comedians in Cars Getting Coffee avec Carl Reiner qui se terminait chez Carl Reiner qui en fait dîne tous les soirs avec Mel Brooks et on les voit manger en fait tous les deux et c'est à pisser de rire avec Seinfeld, Reiner et Mel Brooks qui bouffent des sandwichs à la dinde tous les trois. C'est très 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 drôle, je vous le conseille, ce sera Marocco à moi. Notre temps est écoulé, merci à tous les trois, merci à Jules à la technique, merci au public et à l'antenne Paris pour l'accueil. Rendez-vous sur notre site nosciné.com pour retrouver toutes nos émissions, le programme des prochaines, les dates d'enregistrement en public si vous voulez venir nous voir vous aussi. Info à retrouver sur binge.audio, le site de notre réseau de podcast Binge Audio. Si vous nous écoutez grâce au bon soin d'une certaine entreprise californienne dont le logo est une pomme et donc que vous utilisez iTunes, prenez un instant pour faire un beau geste à notre endroit et gratifier ce podcast d'une volée de petites étoiles. Ça nous fait un bien fou, c'est juré. On vous remercie par avance et on vous dit à très vite.